Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 24 janvier et voici les titres qui seront développés dans ce journal. Jeux olympiques d'hiver, les noms des Monégasques qui y participeront viennent d'être dévoilés avec l'annonce du porte-drapeau qui sera Rudy Rinaldi. Nous reviendrons sur la soirée de gala du 42e Festival international du cirque de Monte-Carlo. En attendant que fleurissent les roses de la roserie Princesse Grace, des jonquilles vont bientôt faire apparaître le bout de leur pistil. La Galerie Carré Doré vient d'ouvrir son pop-up shop, une exposition vente de plusieurs jeunes créateurs du monde entier. Et enfin, notre invité du mercredi, Jacques Pastor, nous parlera de Sainte-Dévote, la sainte patronne de Monaco. Nous ouvrons donc ce journal avec la présentation de la délégation monégasque pour les Jeux olympiques d'hiver à Pyeongchang, en Corée du Sud. C'est à l'hôtel Fairmont que les noms des athlètes participant à ces Jeux ont été dévoilés, et ce en présence du prince Albert II. Reportage d'Émilie Rousseau et Serge Prédon. Ils s'appellent Alexandra Coletti, Olivier Genot, Rudy Rinaldi et Boris Vian. Ils représenteront Monaco dans une quinzaine de jours aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Le comité olympique monégasque a présenté sa délégation au Fairmont Hotel en présence de son président, son Altesse Sérénissime le Prince Albert II. Le souverain qui, par la même occasion, a dévoilé le nom du porte-drapeau. Il s'agit du bobeur Rudy Rinaldi. C'est une agréable surprise, une fierté supplémentaire que m'offre le comité olympique de pouvoir faire porte-drapeau pour ces Jeux olympiques. Je m'y attendais vraiment pas. Et c'est vrai que j'ai toujours dans la tête le moment à la cérémonie d'ouverture à Sochi, qui reste un de mes plus beaux moments aux Jeux olympiques. Rudy Rinaldi n'en est pas à sa première expérience olympique. Il était remplaçant lors des Jeux de Sochi il y a 4 ans. Il a également été médaillé de bronze aux Jeux olympiques de la jeunesse en 2012. À Pyeongchang, le pilote monégasque sera associé à son coéquipier Boris Vian. On est comme des frères tous les deux. Et il y a une amitié qui s'est nouée pendant ces 4 années. Et ce qui serait magnifique, c'est de finir le travail avec une belle performance. C'est magnifique, c'est une performance pour le qu'on joue tous les 4 ans. Et ça va être bientôt. Vraiment très très excité de faire partie de la course. Autre athlète qui s'envolera pour la Corée du Sud dans quelques jours, Alexandra Coletti. À 34 ans, la skieuse monégasque connaîtra ses 4e Jeux. La monégasque compte bien effacer le mauvais souvenir de sa blessure contractée à Sochi en 2014. C'est toujours un grand honneur de représenter mon pays. Et oui, c'est mes derniers Jeux. Et j'espère prendre une revanche sur les Jeux de Sochi. Et voilà, je suis contente d'être là et prête à aller au combat, on va dire. Olivier Genot vient compléter cette délégation monégasque. C'est un nouveau chapitre olympique pour celui qui a déjà connu Turin et Sochi. Le skieur monégasque revient de loin. Il s'était gravement blessé au bassin l'an dernier. C'est vrai que j'ai connu des moments pas évidents ces derniers mois. Je suis content d'être là aujourd'hui et oui, c'est une revanche. Ouais. Tu pars avec un objectif pour ces Jeux ? Alors clairement, j'aimerais bien faire mieux qu'à Sochi. Maintenant, la préparation a été clairement écourtée, donc je vais donner le meilleur de moi-même. Si j'arrive à faire un top 30, je serai déjà très content. 2 skieurs et un bob à 2, voilà donc la délégation monégasque qui sera présente à Pyeongchang en février prochain. Leur aventure olympique sera à suivre sur Monaco Info. Il s'agit de la 10e participation consécutive de Monaco à des Jeux olympiques d'hiver. Une satisfaction pour le souverain qui a représenté son pays à 5 reprises à des Jeux. Je vous propose de l'écouter. Je suis très heureux qu'on ait une belle représentation aussi cette année. On aurait aimé avoir notre 3e skieur Arnaud Alessandria. Malheureusement, les quotas de la Fédération internationale de ski sont un petit peu plus sévères et ils sont tombés malheureusement il y a quelques jours. Donc, mais Olivier Genot et Alexandra Coletti, je pense, vont faire de leur mieux et vont faire tout le possible pour amener un bon résultat. Et je suis heureux de les voir toujours compétitifs à haut niveau. Et puis en bobsleigh, eh bien, Rudy Rinaldi et Boris Vian, c'est un équipage qui commence à gagner de l'expérience et puis à faire des très beaux résultats sur la scène internationale. Et vraiment, il commence à avoir une très belle régularité, que ce soit en Coupe du Monde, bien sûr dans les autres compétitions aussi, mais c'est surtout la Coupe du Monde qui est importante pour se mesurer aux meilleurs équipages.
et je suis sûr qu'ils vont faire une très belle compétition à Pyeongchang. Nous poursuivons du côté du chapiteau de Fontvieille pour ce qui est peut-être la soirée la plus attendue du Festival international du cirque de Monte-Carlo. La traditionnelle soirée de gala s'est déroulée mardi. 16 numéros suivis de la remise de prix récompensant les meilleurs artistes de la 42e édition. Retour sur cet événement avec Alexandra Pani. 250 ans que le cirque moderne fait rêver petits et grands. Un anniversaire au cœur de cette 42e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Et 16 numéros époustouflants pour cette soirée de gala qui ont su allier tradition et modernité, de quoi toujours séduire le public monégasque. Le numéro d'animaux avec les éléphants, la girafe, ça a été sensationnel. C'est ce qui reste le cirque traditionnel et c'est magnifique. Superbe, c'est toujours génial de venir ici, respirer cet air de fête, d'entrer dans ce monde du cirque, une merveille. Magnifique, ce cirque de Monaco, c'est chaque fois une surprise agréable, chaque année des innovations, toujours des super numéros avec des super artistes qui nous font vraiment vibrer d'émotions et c'est vraiment magique. Un spectacle magique donc, ponctué par la tant attendue remise des prix, en commençant par les 5 clowns de bronze, récompensant la troupe acrobatique de Mongolie intérieure, les Russes de la troupe Vavilov que nous avions suivi lors des répétitions, le jeune jongleur Michael Ferreri, la troupe The Heroes ou encore le somptueux duo aérien de Zeno. D'avoir le privilège de rapporter un clown à la maison, c'est extraordinaire. De faire partie du festival en premier lieu est déjà un honneur en soi. Jonathan et moi sommes des perfectionnistes à la base. Donc à chaque fois qu'on va sur la scène, c'est toujours avec le maximum. Donc on a toujours pris cette routine. Maintenant, c'était de rester dans cette zone-là puis de ne pas tomber dans qu'est-ce qu'on peut faire plus, qu'est-ce qu'on peut faire mieux, qu'est-ce qu'on peut pour ajouter peut-être quelque chose qui ne va pas être vrai. Tant que d'habitude, on fait toujours le mieux qu'on peut puis dans la plus vraie émotion. Nous montons ensuite un petit peu en gamme avec les clowns d'argent remis par la princesse Stéphanie. Ils sont droits à avoir obtenu la statuette cette année. Les clowns Prosvirnin, le duo Balance et le duo Stauberti. C'est fantastique. Nous sommes une famille tchèque audacieuse. Nous venons de remporter le clown d'argent. Les familles tchèques, nous avons déjà décroché par 3 fois le clown de bronze. Nous sommes extrêmement heureux. Habituellement, nous nous entraînons 3 heures par jour. Cela dépend bien entendu de la météo. Et nous travaillons en duo tous les deux depuis 2 ans maintenant. Quant au tant attendu clown d'or, le prince souverain rejoint sa sœur sur la piste pour le récompenser cette année 2 numéros bien distincts. La troupe d'acrobates venue de Shanghai qui a su séduire par son stupéfiant numéro d'équilibriste. Quant à Merilou et Joseph Richter, ce sont des habitués du festival monégasque. Issus de 2 grandes familles de cirque, cette statuette en or vient logiquement compléter leur long palmarès. Nous sommes très heureux. Ce clown nous a échappé il y a quelques années et maintenant je pense que nous le méritons. 8 standing ovations sur 8 numéros, je pense que nous le méritons. Nous avons déjà remporté 2 clowns d'argent et 2 clowns d'or dans la famille Richter. Nous en sommes très fiers. Mon père est ici. Il y a 44 ans, il était déjà ici à Monaco au Festival du cirque et aujourd'hui il est de retour. L'année prochaine, il va revenir avec un solo d'équilibriste, vous allez voir. Le rendez-vous est donc pris pour l'an prochain, mais pour l'heure, la 42e édition du Festival international de Monte-Carlo se poursuit jusqu'à dimanche soir. Et dès le 3 février, vous retrouverez la jeune génération du cirque pour la 7e édition. Les talents de demain se donneront rendez-vous sous le chapiteau de Fontvieille pour 3 représentations du festival New Generation. Alors n'hésitez pas à venir les applaudir. Vous les avez peut-être remarqués en effectuant une balade du côté de Fontvieille. 40 000 petits points fluo recouvrent depuis la semaine dernière la terre de la roseraie Princesse Grasse. À quoi sont-ils destinés? Réponse dans ce reportage de Christine Latomel et Sylvain Péroumal.
Théâtre d'un éternel ballet de jardiniers, la roseraie s'apprête à abriter de nouvelles plantations. Des bulbes de jonquilles sont actuellement plantés dans la partie des rosiers parfumés. Plus de 40 000 fleurs recouvreront bientôt la roseraie en attendant la floraison des roses au mois d'avril. Les bulbes vont rester dans la terre. Arrivé le mois d'avril, on va retailler les jonquilles, elles vont disparaître dans le sol. Les rosiers vont refleurir à partir du mois de fin avril, début mai, pratiquement jusqu'au mois de décembre. Les rosiers seront taillés donc l'année prochaine en janvier et donc les jonquilles vont redémarrer pratiquement de suite pour être en fleurs au mois de mars de l'année prochaine. Donc, tous les ans, on aura un cycle de floraison de la roseraie en dehors des périodes où on n'avait pas de fleurs habituellement. Fleurs phares du printemps, les jonquilles coloreront dorénavant de leur teinte vive les jardins de la roseraie, sans pour autant faire de l'ombre aux stars des lieux, les roses. D'abord, par rapport à la quantité et la surface, on va définir une densité de plantation. En l'occurrence, sur ce projet-là, c'est 62 bulbes au mètre carré. Et ensuite, il faut bien sûr tenir compte du rosier, c'est-à-dire ne pas aller trop près, parce qu'autrement on va un peu altérer les racines, mais suffisamment pour qu'on ait quand même une plantation homogène. Donc ce week-end, qu'est-ce qu'on a fait avec des petits gabarits? Nous avons pointé chaque trou où on allait mettre le bulbe. À noter que le 4 mai prochain, le concours international de la rose présentera de nouvelles variétés de fleurs, des rosiers qui seront notés et primés. La Galerie Carré Doré vient d'ouvrir son pop-up shop. Cette exposition vente mêle plusieurs univers de jeunes créateurs du monde entier. Le reportage de Patricia Navarro, Alexandra Paolini et Jean Pourchier. La Galerie Carré Doré a amorcé au cours des derniers mois un grand virage. Elle se veut désormais un écrin pour le fashion art. Depuis peu, elle propose des créations uniques, fruits du travail de jeunes créateurs, dans des domaines aussi différents que les bijoux, la mode vestimentaire, la peinture, les sculptures ou la photographie et la vidéo. L'exposition, pour le moins éclectique, a été baptisée Pop-up Shop. On est déjà spécialisé ici à la Carré Doré Monte-Carlo dans le fashion art et on est en train de chercher de nouveaux designers, de les faire connaître aussi à un public différent. On s'est lié à c'est pas un art promoter, mais c'est un fashion promoter italien qui s'appelle Chris Seger et on a uni les deux nationalités, c'est-à-dire la française et l'italienne, pour chercher des designers qui viennent même de l'Italie, mais aussi des autres endroits. Et parmi les pièces exposées, une œuvre vidéo. Soul Trait utilise une technique de photographie originale pour mieux capturer l'âme des modèles. C'est les portraits de l'âme, c'est-à-dire, lui il a joué déjà avec le titre, normalement en anglais ça dit portrait, mais il a changé Soul Trait, c'est-à-dire c'est qu'est-ce qu'on garde pas le premier impact, mais avec une deuxième fois. Donc c'est très intéressant, c'est à voir et ça va naître après avec un projet caritatif. Le travail de Thierry Torres côtoie des bijoux ou des vêtements, c'est toute l'originalité du projet de pop-up shop de la Galerie Carré Doré. Le concept pourrait très rapidement s'exporter et gagner de grandes capitales européennes comme Londres. Et il est temps d'accueillir notre invité du mercredi. Quand je dis accueillir, c'est plutôt l'inverse, hein, Jacques Pastor, parce que c'est vous qui nous accueillez ici, sur cette chaloupe. On va parler de la célébration de Sainte-Dévote. Ça va se dérouler ce vendredi et samedi. Demandez le programme, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous demander qu'est-ce qui va se passer pendant ce vendredi et ce samedi. Alors d'abord, Fabien, bienvenue à bord. Merci. Et bienvenue à tous les gens qui vont nous regarder. Bienvenue aux Monégasques et aux enfants du pays. Parce que cette fête, évidemment, c'est la plus traditionnelle peut-être de toutes, oui, avec la fête nationale, mais c'est peut-être la plus familiale. Et donc cette manifestation, qu'on ne présente plus, mais on va quand même peut-être évoquer un peu les diverses phases. Oui. Et ça commence bien entendu chaque année par la reconstitution de l'arrivée de la Sainte sur la barque qui est arrivée du large de Corse, de Luciana, et qui s'est dirigée vers le Vallon des Gomates. Et chaque année, avec ce bateau, avec cette chaloupe, on fait la reconstitution. Et tout à fait entre nous, depuis quelques années, et le clergé me fait confiance, et les vraies reliques sont à bord. Il y a eu quelques années où c'était différent, où il y avait, un petit peu plus de mise en scène, alors que là, non, c'est la réalité. Les reliques vont arriver donc de l'extérieur du port, faire un petit détour devant le Yacht Club, et à partir de là, une procession se met en marche, et on va, moi, naviguer, eux marcher,
pour arriver justement à ce vallon des Gomates, où là je vais rendre les reliques au clergé, aux prêtres qui seront là, pour qu'on puisse les ramener à la chapelle de Sainte-Dévote, faire un salut du très Saint-Sacrement. Et là c'est la sortie, hein, c'est toujours le moment, je dirais, peut-être le plus intense, c'est l'embrasement de la barque. Le côté très familial dont vous parliez, avec notamment les fameux petits clous. Ça sera en direct sur Monaco Info. On vous a invité pour en parler parce que vous avez entre guillemets une double casquette. Il y a la casquette mairie, puisque la mairie organise aussi en partie les célébrations de la Sainte-Dévote. Et le côté chaloupe, puisque c'est votre chaloupe, c'est dans votre bateau que ça va se passer au début, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Alors la mairie, je dirais plus qu'elle coordonne cette manifestation, parce qu'il y a beaucoup d'entités qui sont impliquées. Alors en tout premier lieu, bien sûr, le diocèse, le clergé. Bien sûr. C'est quand même une manifestation religieuse à la base. Mais derrière ça, et peut-être qu'on verra moins en effet, même si vous serez en direct, il y a tous les services de sécurité, sûreté publique, pompiers. Il y a tous les services de la mairie qui mettent en place le dispositif. Il y a une grosse organisation logistique, puisque ça se fait de nuit, il faut des éclairages, et là différents services de la mairie en effet sont impliqués. Mais notre rôle c'est plus de coordonner tout ça, d'organiser pour faire en sorte que non seulement ça se passe bien, que ça se déroule bien, mais que grâce à vous, il n'y ait pas de temps mort, et que les gens puissent profiter, même ceux qui sont chez eux, de cette manifestation. Bien sûr on les invite à venir, parce que comme vous le disiez, le moment de l'embrasement, quand la famille princière est là, quand l'hymne monégasque retentit, quand la colombe s'envole, c'est quand même un moment magique de notre pays. Et ça, il faut le vivre pour vraiment le ressentir. J'aimerais que l'on revienne sur cette chaloupe. Déjà, cette chaloupe, à la base, a une histoire. Ah, tout à fait, elle a, je dirais, une belle histoire. Parce que cette chaloupe a été commandée à un chantier cannois en 1955. Pourquoi 1955 ? Parce que le service de la marine de l'époque avait imaginé d'avoir une embarcation neuve pour accueillir le Deo Giuvante et la princesse Grace. Donc c'est avec cette chaloupe, et on a retrouvé l'an dernier quelques images, quelques photos, où on voit la chaloupe s'approcher du Deo Giuvante pour guider le Deo Giuvante jusqu'aux eaux monégasques. Donc ça c'était c'était le bateau qui est arrivé avec la princesse Grace, c'est ça C'est ça, le Deo Giuvante a amené la princesse en principauté. Alors à ce moment-là de l'histoire, il y a quand même quelque chose d'important, c'est que je vous raconterai par la suite que cette chaloupe, nous l'avons récupérée à 3 copropriétaires. Eh bien, un des 3 copropriétaires, André Aurélia, son père est allé à Cannes chercher la chaloupe. Donc, vous voyez, c'est une histoire qui se... C'est une histoire d'amitié. Alors, la chaloupe a une histoire, mais aussi d'amitié entre 3-4 copains. C'est ça. Alors, donc, cette chaloupe a travaillé, puisque c'était un bateau de travail, au service de la marine. Et pendant plus de 25 ans, c'était vraiment la bête de somme. On remorquait, on relevait des ancres avec ça. Donc c'était un bateau. Et puis un jour, il a fallu la réformer. Et à ce moment-là, ce mot-là ne nous plaisait pas, parce qu'une réforme dans l'administration, ça veut dire qu'elle peut être vendue aux enchères n'importe où. Et là, on s'est mobilisé à 3 copains, avec en plus le soutien du Comité national des traditions monégasques, qui nous a bien aidés. Et on s'est mobilisé pour racheter cette chaloupe, on ne l'a pas offerte, on l'a rachetée. Donc André Aurélia, que j'ai déjà cité, Jean-Marc Chiraldi et moi-même. Et on s'est dit que cette chaloupe, on allait la racheter pas vraiment pour faire de la plaisance, parce qu'elle fait beaucoup de bruit, elle n'est pas très rapide, mais pour la mettre à disposition chaque année de la manifestation. Vous serez donc sur la barque vendredi soir avec les reliques de Sainte-Dévote, vous l'avez dit. Il y a de la pression, vous avez la pression quand vous êtes, et ça sera ma dernière question, sur ce bateau avec, on parlait de patrimoine, mais c'est plus qu'un patrimoine, ce sont les reliques de la Sainte Patronne. Alors je dirais que la pression commence quand l'après-midi, je me rends à Sainte-Dévote, quelquefois accompagné de mes amis, quelquefois pour récupérer les reliques. Parce qu'ensuite, bien entendu, on les met à bord à peu près au niveau du yacht club. Mais à partir de là, c'est vrai qu'il y a une émotion particulière qui dure, puisque je récupère les reliques toujours vers 16h30 aux alentours, et on rentre dans le port aux alentours de 19h, 18h30. Donc il y a ce petit moment alors là, de grande intimité avec ces reliques, et c'est vrai que j'ai du mal à trouver les mots, parce que c'est vraiment une émotion intense. Émotion et pression. Oui. Alors peut-être pour terminer, Fabien, il faut rappeler également que
le jour de la Sainte-Dévote, c'est le 27, oui, et que là, il y a une célébration à la cathédrale, absolument, avec toujours ces mêmes reliques qui seront ensuite transportées par les collègues, mes anciens collègues du service des affaires maritimes, de Sainte-Dévote à la cathédrale, où là, ensuite, il y aura une messe. Donc c'est vraiment 2 jours de grande émotion, de grande intensité, et 2 jours à la Monégasque. Jacques Pastor, merci d'avoir répondu à mes questions. Ce journal est terminé. On se quitte avec quelque chose qui va vous intéresser particulièrement, et notamment vendredi soir, c'est la météo. À très bientôt. Au revoir. La journée sera principalement nuageuse. Jeudi, le mercure oscillera entre 8 degrés le matin et 11 l'après-midi. Même cas de figure vendredi avec des averses annoncées dans la journée. Les températures seront stationnaires. Samedi, ciel très nuageux avec de la pluie le matin avant une timide amélioration dans la journée. Le soleil se fera timide dimanche, mais il arrivera à percer malgré la présence de nuages dans le ciel monégasque. Nous gagnerons quelques degrés. Les prévisions pour le début de semaine prochaine sont encourageantes. Un temps clair et de belles éclaircies régneront en maître. Le thermomètre affichera un maximum de 13 degrés.